quelque part, l'astrologie, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes formés par ça. Bon, maintenant, il y a d'autres outils, il y a des outils qui permettent... Mais ça, l'astrologie, c'est un outil qui a été totalement intégré par l'être humain, quelque part. Non, mais par exemple, c'est du même genre. Les mathématiques, c'est des mathématiques, intrinsèquement, c'est bien. Hein, et quand on l'utilise au niveau de la physique et tout, c'est un outil. C'est comme ça que je veux le dire. Quoi. Bon, quand on l'utilise, bon, ça devient un outil pour une chose. On réussit pas de... Hein, si on arrive à résoudre le problème, tant mieux. Si on n'y arrive pas tout, mais ça ne remet pas en cause. Toi, tu es mathématicien? Je ne me souviens plus. Non. Enfin, tu es... Quelle est ta formation Ah non, moi j'étais plutôt technique et tout ça. Ah ben justement, technique. Bon, donc... alors, c'est pour ça que mon abord est peut-être plus technique. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'idéologie technologique dans ce que tu dis, effectivement. Moi, je pense qu'au contraire, l'être humain, alors effectivement, il y a des choses qui sont transmissibles au niveau conscient et d'autres choses qui sont transmissibles au niveau inconscient. Hein, donc l'astrologie fait partie, si tu veux, au fond, l'astrologie appartient à une époque, ne parlons pas d'ère, elle appartient à une ère où l'être humain était encore capable de se programmer. Il était encore capable d'évoluer, de se transformer de l'intérieur, de lui-même dans son rapport au monde. Bon. Et ensuite on est passé à une autre époque, qui est l'époque des outils. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Non, mais je veux dire, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet. L'outil, c'est-à-dire que c'est un palliatif, l'outil. L'outil, c'est, par exemple, si tu portes des lunettes, c'est parce que tu ne vois pas très bien. Si tu lis un texte quand tu parles, c'est parce que tu ne te souviens pas de ce que tu vas dire ou que tu n'arrives pas à le dire clairement et facilement, etc. Donc je veux dire que tous les outils, pour moi, c'est lié à des handicaps. Hein. C'est-à-dire que toute l'histoire de la technique est l'histoire d'une façon de combler, de pallier, de masquer le handicap. Et entre parenthèses, le planétaire ayant un handicap par rapport au stellaire, l'outil lui permet de combler ce handicap en disant, voilà, grâce à cet outil, je vais pouvoir faire plus ou moins ce que fait le stellaire. Je vais pouvoir jouer au petit compositeur, je vais jouer au petit ceci ou jouer au petit cela. Moi, je dis qu'il y a outil quand il y a application. Quand le système, la règle, la loi, tout ce que tu veux... Oui, mais il y a un outil. Oui, mais il y a l'outil. Nous sommes aussi... Ça devient un outil. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes aussi des outils. Et donc, il y a l'outil humain, interne, et il y a l'outil externe. C'est ça la distinction que je ferai, n'est-ce pas? L'outil interne, c'est-à-dire que c'est tout ce que nous sommes capables de faire sans utiliser le moindre objet. Sans utiliser le moindre objet. Par exemple, quand nous parlons, nous n'utilisons pas d'objet. Maintenant, si nous étions machin Hawkins, là, qui n'arrive pas à parler sans avoir sa machine pour amplifier, c'est d'autres problèmes. Bon, à partir du moment où je fais de la musique en utilisant un instrument, j'utilise un outil externe. Bon, bien que je me serve effectivement de mon propre outil, qui sont mes mains, qui sont ma tête, pour le faire fonctionner. Donc là, c'est déjà un outil qui n'est pas complet. Donc c'est déjà une situation de rencontre entre deux outils, l'interne et l'externe. Moi, quand je joue du piano, j'utilise à la fois mon outil interne et il y a une interface avec l'outil externe. D'ailleurs, les mains servent généralement comme interface entre l'interne et l'externe. C'est par les mains que je connecte mon propre outil intérieur avec... Donc, effectivement, de ce côté-là, l'astrologie serait un outil interne. C'est-à-dire que ce serait quelque chose que l'homme aurait complètement intériorisé, mais interne, ça veut dire qu'il ne peut pas se renouveler indéfiniment, cet outil interne, n'est-ce pas? La façon dont nous avons construit notre système digestif, notre système nerveux, notre système, etc., ça ne bouge plus. Eh bien, l'astrologie ferait partie de ce système qui serait immuable. C'est câblé. Voilà. Donc, à partir de là, bien entendu, on peut imaginer qu'on aurait pu faire autrement, ou qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est le système que nous avons établi en nous-mêmes, donc il ne peut pas bouger. En revanche, le système externe, lui, alors là, on peut le faire évoluer indéfiniment. C'est pour ça que tu dis, toi, qu'il y a deux sortes d'astrologie. Il y a le système qui est, je dirais, inné, quoi, qui est interne, et le système ensuite, qui est le système externe, les applications, les interprétations, tout ce qu'on veut. Alors, c'est pas du tout la même astrologie. Voilà, on se comprend. Voilà. Et j'ajouterais qu'effectivement, l'histoire des sciences, elle est aussi faite de passerelles. Hein.
C'est-à-dire que ce sont des savoirs qui se sont connectés les uns aux autres. Il y a des disciplines qui à un certain moment étaient complètement séparées et qui n'ont progressé que quand elles se sont renouées entre elles. Donc effectivement, le fait de relier des savoirs avec autre chose qu'eux-mêmes peut être aussi un élément de progrès très important. C'est pour ça que les passerelles que l'astrologie peut développer avec d'autres disciplines ne sont pas du tout négligeables. Hein. Bon, passons. Alors je voudrais t'attaquer sur un autre point. C'est par exemple, tu as parlé tout à l'heure de l'indice cyclique d'André Barbeau, en disant que c'est un système qui fonctionnait, enfin qui donnait des résultats, etc. Bon. Moi, je me permets quand même d'avoir des doutes à ce sujet. Voilà. Bon, je me permets d'avoir des doutes à ce sujet, et c'est quand même au cœur de notre problème, parce qu'en fin de compte, d'une certaine manière, le problème, c'est aussi de savoir si c'est l'astrologue qui doit montrer que l'astrologie correspond à ce que nous savons du monde, par ailleurs, ou est-ce que c'est l'astrologue qui dit ce qui se passe dans le monde? Tu vois la différence. Par exemple, dire qu'il y a eu 2 guerres mondiales, bon. C'est un discours qui existe. Est-ce que c'est valable astrologiquement? Pas forcément. Bon. J'ai l'impression que beaucoup d'astrologues considèrent que leur travail consiste à retrouver ce que l'on sait des choses ou des gens, ou des événements. Donc c'est une astrologie qui est en quelque sorte en demande. Elle est en demande de légitimité, en quelque sorte. C'est ça, oui, je pense que c'est ça. Oui. Alors, elle est en demande de légitimité, et ça, moi, personnellement, je ne rentre pas dans cette logique-là. C'est justement là aussi la différence entre le stellaire et le planétaire. Le stellaire, lui, il ne cherche pas à légitimer son discours au regard d'un savoir institué qui dit que les choses sont comme ceci ou comme cela, ou que les gens s'imaginent que c'est comme ceci, comme cela. Bon. Et, bon, on sait d'autre part que André Barbeau n'a pas eu de formation d'historien. Donc il en est, bon, il a une c'est pas un chercheur en histoire. Bon. Bien qu'on puisse considérer que de cette manière son indice cyclique puisse être un outil de recherche historique. Ça c'est autre chose. Mais je veux dire qu'il n'a pas véritablement publié dans le domaine de l'histoire en tant qu'historien qui ferait apparaître quoi? Qui ferait apparaître que les choses ne sont pas forcément comme on imagine qu'elles sont. Bon. Donc, là c'est très important justement de comprendre que tout à l'heure on avait évoqué ce problème-là, c'est-à-dire cette espèce de cercle vicieux, on ne sait plus très bien qui justifie qui valorise qui. Effectivement, je disais par exemple que dans le cas des planétaires, ce qui les intéresse, c'est pas forcément de savoir qui ils sont, mais qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Enfin, je simplifie un petit peu. C'est-à-dire quel est le rôle qu'ils doivent jouer. Si on dit à un planétaire, ben, vous êtes du signe du cancer, il dit, ah bon d'accord, ben, écoutez, je serai du signe du cancer, et puis je vais revendiquer les qualités du cancer, et puis voilà, et puis ça sera au moins quelque chose qui sera... Au moins je pourrais prouver que j'ai bien fait ça. Donc, bon. Alors, donc ça, je ne plaisante pas en disant ça, parce qu'en réalité, c'est pas plus idiot qu'autre chose. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Non, mais justement, non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a deux stratégies. L'une qui consiste à dire, l'astrologie me dit qui je suis, et l'autre qui dit, je sais qui je suis, et je vais voir si l'astrologie confirme ce que je sais de moi. Bon. Comment? C'est plutôt comme ça. Non mais justement, non mais les deux sont un peu, oui, mais bien sûr, sont un peu intriqués. Bon. Elles sont un peu intriquées, d'où une certaine ambiguïté. Parce qu'en réalité, effectivement, il me semble que dans beaucoup de cas, premièrement, la deuxième position n'est pas particulièrement saine du point de vue scientifique. La position qui consiste à... Non, parce que si les gens eux-mêmes... Alors non, parce que les gens, est-ce qu'ils se connaissent? S'ils ne se connaissent pas, c'est pas eux... cette espèce de boson de Higgs, là, hein, parce que ça leur permettait de valider leur système standard, qui est qu'une hypothèse. Hein. Bon, c'est tout, c'est du même genre. Quand j'essaie de retrouver expérimentalement
quelque chose, bon, ça me paraît, moi, être une bonne attitude scientifique de vérifier que ce que je pensais, le modèle que j'avais créé, effectivement, correspond à une réalité. Alors, effectivement, peut-être que le stellaire, le grand stellaire, etc., lui s'en ficherait, il dirait, voilà, les choses sont comme ça, hein, et je m'en fiche de savoir si c'est vrai, hein, pour moi c'est comme ça, et ça, s'il agit comme ça, ou c'est un très grand génie et tout, mais le grand génie, il essaiera quand même de montrer que c'est vrai, ou alors c'est un parano. Non, non, mais c'est pas. Non, mais non, mais je voudrais quand même qu'on aborde ce problème-là, parce qu'autrement, et puis il faut prendre le temps de l'aborder. Parce qu'effectivement, c'est un problème qu'on laisse souvent de côté, c'est le problème du cognitif, si tu veux. Alors, le cognitif, on est bien d'accord là-dessus, c'est qu'il y a quand même une grande ambiguïté à ce que l'on. On ne sait pas si le client vient vous voir parce qu'il se connaît, auquel cas, effectivement, s'il se connaît, on peut valider l'astrologie par rapport à lui, ou s'il ne se connaît pas, et à ce moment-là, c'est pas lui qui va valider l'astrologie. Donc s'il ne se connaît pas, ou s'il ne sait pas ce qui lui arrive, il attend que l'astrologie lui dise ce qui lui arrive. Dont l'intérêt du sablier, qui est un système objectif, qui permet de dire, voilà, actuellement c'est ce qui se passe. Bon, et moi je dis toujours, ça veut dire quoi, c'est ce qui va. C'est-à-dire que les événements qui se produisent doivent être interprétés par rapport à cette grille-là. Et l'événement en lui-même n'est pas suffisant. C'est le contexte dans lequel l'événement a lieu. Le même événement dans une phase de conjonction, c'est pas la même chose que dans une phase de disjonction. Non, mais je comprends très bien. Bon. Donc effectivement, c'est à moi, astrologue, de dire à la personne comment il faut donner sens et dans quelle direction ça va. Est-ce que c'est le commencement de quelque chose? Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce que c'est là? Bon. Donc le fait brut, les faits bruts ne sont pas pertinents au niveau scientifique. Ils sont pertinents qu'au regard d'une grille de lecture qui elle-même a été validée par ailleurs. Et surtout et a été validée essentiellement, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, au niveau théorique. Parce qu'il y a il y a une idée un petit peu simpliste qui croit que c'est la pratique qui justifie la théorie. Non, théoriquement, la théorie, enfin bon... Moi, je ne crois pas du tout à ça. Il y a un côté quand même, au départ, pratique dans la mesure où, il y a, à mon avis, il y a une observation quelque part et qui interpelle l'intelligence. Hein, sinon, c'est pas quelqu'un qui a pensé, qui était dans un... Ou alors quelqu'un qui est dans un... Il voit rien, et dans une crosse et tout, et il se pose des questions métaphysiques comme ça, tant mieux, mais généralement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Hein, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui interpelle, hein, et qui fait, bon, tiens, puis, hop, on se met à penser à la chose. Non, mais il faut qu'on soit clair là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'une théorie va évoluer ou va être modifiée, à ton avis? Est-ce que c'est le rapport qu'elle a avec la pratique? À mon avis... Non, mais est-ce que tu sais vraiment, est-ce que tu as une conscience claire de ce qui fait qu'un système évolue? Non, mais bon, une théorie, il y a deux solutions là, où elle est théoriquement, enfin c'est une théorie qui correspond à 100% à la réalité, à la vérité, à tout ce que tu veux, hein. À ce moment-là, elle n'a pas de raison d'évoluer, sauf de se dégénérer. Ou alors, c'est une hypothèse, hein, c'est une idée, et qu'on projette comme ça, un modèle ou une hypothèse, ouais, et c'est une conjoncture, disons, hein, et on imagine que c'est comme ça. Et après, on va s'évertuer effectivement d'essayer de prouver, certains vont s'évertuer à trouver que c'est vrai. Hein, pour ça qu'en maths, des conjonctures qui ne sont pas donc démontrées. Hein, 30 ans après, il y a quelqu'un qui démontre la conjoncture de Poincaré, quoi, par exemple. Hein, parce que, alors qu'elle était vraie intrinsèquement, hein, si elle est démontrée 300 ans après, donc c'est qu'elle était vraie. N'empêche que tant que c'est pas prouvé au niveau d'une certaine... disons pratique admise intellectuellement par la grande majorité ou les gens les plus compétents dans la matière, eh bien ça reste une pure conjoncture. Oui, bon, d'accord. Moi je crois que ça n'est pas, on ne peut plus dire ça aujourd'hui, hein. Cette façon de présenter les choses n'est pas acceptable. La pratique ne peut jouer dans le domaine de... D'abord, premièrement, cette pratique, elle est extrêmement ambiguë, extrêmement ambivalente, et donc elle ne peut valider que de façon très... la seule chose qu'elle puisse dire, la pratique, c'est que, à la limite... C'est pas contradictoire. Voilà. Oui, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, mais il peut y avoir des théories. Ça peut démontrer que... Mais, en tout état de cause, dans 90% des cas, une théorie évolue parce qu'elle prend conscience de ses contradictions.
interne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'aperçoit que ça a été mal raisonné, que ça a été mal construit, qu'il y a des paradoxes. Ça veut dire que dans presque tous les cas, même quand il y a une validation, même quand c'est la pratique qui a montré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on s'aperçoit que la théorie aurait pu évoluer par elle-même si on avait poussé suffisamment le truc. Donc c'est simplement. Donc normalement, c'est comme quelqu'un qui dirait il enverrait une fusée et puis il verrait que ça ne marche pas. Mais il y a une autre personne qui dit que ce n'était pas la peine de l'envoyer pour s'apercevoir que ça ne marchait pas. Hein, il y avait déjà suffisamment de problèmes dans le truc à la base pour que ce n'était pas la peine de l'envoyer. Bon, mais le type, il n'avait pas assez de maîtrise sur le plan théorique, donc il a eu besoin d'aller voir ce que ça allait donner. Bon, donc, généralement, une théorie, d'ailleurs, on voit très bien, quand tu demandes l'être humain est un être qui est beaucoup plus doué pour la théorie que pour la pratique. Alors, théo, il y a le terme théo, je veux dire Dieu, donc au départ, effectivement, c'est peut-être comme tu dis, c'est quelque chose d'implicite, vrai, implicitement, quoi. Oui. Donc ça n'a pas évolué. Non, mais je veux dire que tu discutes avec des gens, par exemple. D'abord, premièrement, les pratiques, c'est souvent des pratiques très personnelles. Donc, on peut pas. Par exemple, tu rencontres un client, il va te raconter des trucs qui lui sont arrivés. Bon, bah, tu t'as pas. Bon, l'intelligence, elle peut pas vraiment fonctionner là-dessus. Par contre, tu présentes à quelqu'un, tu fais un exposé théorique aux gens, bah, le type il va dire ah oui, mais là, je comprends pas ce qui se passe, etc. Donc, en fait, dans le domaine théorique, notre intelligence fonctionne. Et elle peut être critique. La critique, au niveau du discours, elle peut être tout à fait développée. Dès qu'on passe à la pratique, il y a une espèce le cerveau, il est plus très il peut plus faire grand chose. Hein. Il peut dire ça marche pas, mais il peut pas aller beaucoup plus loin. Donc en fin de compte, les gens sont d'abord des personnes qui sont capables de montrer que il y a eu un mauvais raisonnement ou qu'il y a eu un truc qui a été oublié. Oublié non pas parce que c'était dans la pratique, mais simplement parce que le système n'était pas en équilibre, parce que le système n'était pas cohérent. Bon, et qu'il y avait un élément qui n'avait pas été... Donc, en fin de compte, le théoricien peut très bien se passer de toute forme de pratique s'il est, à la limite, dans l'absolu, il n'a pas besoin de pratique. Oui, au départ, oui. Et à ce moment-là, la théorie peut évoluer indéfiniment. Parce qu'il peut y avoir constamment des critiques du théorique, par le fait tout simplement que tu regardes à nouveau, regarde par exemple quand Copernic a mis en évidence le héliocentrisme, c'était un travail essentiellement théorique. Il a montré que le système de Ptolémée, il ne tenait pas tellement, qu'il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres, il y avait des épicites, etc. Et donc finalement, il a dit, mais finalement, si on change tel truc, ça sera mieux, la théorie sera plus cohérente, etc. Bon, voilà. Donc en fin de compte, la pratique, alors on retombe dans le fameux problème, c'est mineur la pratique. C'est mineur, c'est un facteur mineur, c'est pas ça qui est l'élément vital de la réflexion mentale, c'est pas la pratique. Bon. Alors, donc, par exemple, moi, je dirais très franchement, par rapport à l'astrologie, pour moi, l'astrologie actuelle, elle fait défaut sur le plan théorique. C'est qu'elle n'est pas satisfaisante sur le plan théorique. Il y a des tas de choses qui ne te collent pas sur le plan théorique, et c'est pas au nom de la pratique que je la condamne, c'est sur le plan théorique. Et si je me confronte, moi, à mon système, il est d'abord valable sur le plan théorique. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon qu'on peut imaginer que les hommes aient pu se servir du cosmos sans avoir des postulats selon lesquels, je sais pas quoi, ils auraient découvert, je sais pas quoi, etc. Voilà. Donc c'est simplement parce que c'est plus satisfaisant sur le plan théorique, c'est plus simple, c'est plus économique. Voilà. Bon, maintenant revenons à la question de ce que l'astrologie est capable de vérifier ou de valider. Bon. Alors, dans le cas, moi je dis que c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser les choses. L'astrologie n'est pas là pour valider les représentations que nous avons des individus, de l'histoire, des événements, etc. Elle n'est pas là pour ça. Je suis d'accord. Parce que ces événements, ces représentations, elles n'ont qu'une valeur très relative de toute façon. Elles n'ont qu'une valeur très relative, donc c'est plutôt à nous de valider de cette manière les représentations ou de les invalider que l'inverse. Par exemple, si quelqu'un vient me voir, c'est en quelque sorte, je vais exagérer en disant ça un peu, mais je veux dire, ce qu'il va me dire de lui,
c'est moi qui vais valider en disant oui, là il a bien vu la situation, il a bien vu qu'il était dans ce changement de phase, et là il est passé à côté. C'est moi, avec l'outil que j'ai, qui va être en mesure de dire si oui ou non il est conscient, parce que finalement l'astrologie elle nous parle de la conscience. Hein? Est-ce que ce type-là il est conscient de ce qui se passe dans sa vie, de ce qui se joue dans sa vie ou pas? Bon, et son niveau de conscience, ben, c'est ça que je vais mesurer par l'astrologie. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est la cliente qui va voir l'astrologue, c'est à lui, c'est lui qui est demandeur. Il dit voilà, je vais vous dire des choses que je sais sur moi, vous allez me dire si ça tient debout ou pas, si ça tient la route ou pas, si c'est cohérent, si ça rejoint le modèle ou pas. Et si ça ne rejoint pas le modèle, eh ben, vous allez me corriger. Bon. C'est pas à l'astrologue de dire je vais vous dire des choses et puis vous allez me dire si c'est juste ou pas, comme si les gens avaient une conscience évidente de ce qu'ils sont, de ce qui leur arrive, de ce qui... Non, ça ne tient pas debout ça. Et pour penser comme ça, il faut être très planétaire pour croire qu'il faut vraiment, je dirais, avoir une mentalité de boniche. C'est-à-dire que bon, doit dire de quelqu'un qui est très en bas de l'échelle et qui croit que les gens qui sont au-dessus de lui, ils en savent plus que lui et que bon, et que par conséquent, c'est eux qui vont lui dire. L'astrologue, c'est pas la boniche du coin qui va dire à la personne, voilà monsieur, je vais vous dire ce que vous êtes, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. C'est aussi une question socioculturelle et voilà. Si il pose la question comme ça, que l'astrologue lui répond. Le gars il dit comme il est ou comme il pense qu'il est, comme il se voit. Et ensuite, effectivement, peut-être que l'astrologue, trouve par rapport à sa façon d'interpréter les thèmes, il va pas trouver que ça correspond. Et il peut en discuter avec la personne, dire bah, moi je pense plutôt, vous me dites ça comme ça, moi j'exprimerai un peu comme ça, voir si l'autre, effectivement, dans une nouvelle expression, ça lui convient mieux. Hein. Mais en fait, a priori, il faut déjà écouter ce que dit l'autre, hein, et puis en fonction des situations, effectivement, voir un petit peu comment ça peut être interprété ou compris par la théorie, hein, et si vraiment c'est complètement contradictoire avec l'idée qu'on se fait de la théorie, bah, il faut quand même, peut-être, c'est là où la théorie peut être remise en question. Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'elle est remise en question? Elle est remise en question. Pourquoi elle est remise en question, mon cher Durand? Elle est remise en question parce que qu'il y a un élément qui n'a pas été non, c'est parce que actuellement la réflexion théorique est au point mort. Et donc comme la réflexion théorique est au point mort, elle ne peut être in extremis sauvée que par le choc avec la pratique. Mais ça c'est malsain. C'est dans les cas, c'est des situations de, comme on appelle ça, de crise épistémologique, c'est malsain. Effectivement, c'est parce que la personne n'est plus capable de faire un travail de réflexion sur son propre outil, qu'elle n'a comme issue que de faire ça, en désespoir de cause. Mais quelqu'un qui a une véritable maîtrise de l'outil théorique, lui, ça n'est pas ça qui va se passer. Il peut le faire. Bon, c'est comme quelqu'un qui, par exemple, n'arrête pas de fumer, ou je sais pas quoi, n'arrête pas de faire des conneries. Ben, si on a beau le raisonner, ça ne servira à rien. Tant qu'il ne se sera pas cassé la figure, il ne sera pas cassé la figure. C'est la seule façon qu'il aura de s'en sortir, que de prendre conscience qu'il y a un problème. Mais que les gens soient obligés d'arriver là pour prendre conscience qu'il y a un problème au niveau théorique, c'est que ça ne va pas. Maintenant, au niveau de ce que tu disais tout à l'heure, pour la compréhension, la validation des choses, de faire un travail, effectivement, pour essayer de comprendre à partir d'un système réel, hein, essayer de comprendre si, au niveau de l'astrologie telle qu'on la pratique, hein, on arrive à expliciter le problème, c'est pas forcément pour le valider, parce que le problème, l'affaire est là, il n'y a pas besoin de valider, il y a juste à valider effectivement que le modèle est cohérent, et surtout, l'avantage, c'est si on valide, entre guillemets, ça veut dire que si plus tard, 50 ans après, on se retrouve dans des mêmes conditions, enfin, dans des mêmes... Je veux dire qu'on peut faire après l'espèce de prévision, ou pas de prédiction, mais... Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un même système, on se dit, tiens, c'est peut-être qu'à cette époque-là, hein, il peut se repasser ce qui s'est passé en 1930. Hein. Là, on est dans une période où on retrouve les mêmes facteurs astrologiques. Est-ce que par hasard, il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé à telle époque dans le passé, quoi. Ça permet comme ça d'imaginer un peu ce qui peut arriver. Bon. Par rapport à des choses. Bon, moi je répondrai de la façon suivante. Qui sont arrivées. Moi, de la chose suivante, je dirais que je répondrai de manière extrêmement carrée en disant que
une civilisation qui ignore l'astrologie ne peut pas avoir une conscience satisfaisante de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je renversais le problème en disant que, par définition, la recherche historique, par le fait même qu'elle ignore le référentiel astrologique, n'est pas valable, n'est pas fiable. Donc c'est un autre problème. C'est-à-dire que c'est l'absence même de ces facteurs-là qui décrédibilise le domaine en question. Donc moi je dis que... parce que moi, en tant qu'historien, je suis parfaitement conscient que l'histoire, c'est une discipline qui évolue, l'histoire. L'histoire n'est pas figée. Donc effectivement, si il y a... C'est une espèce de sophisme que je dis, mais si effectivement l'astrologie est capable d'apporter à l'histoire quelque chose, ça veut dire que par conséquent... Et pourquoi ne serait-elle pas capable de le faire? Ça veut dire que par conséquent, quelque part, il manque quelque chose à l'histoire. Donc si j'apporte quelque chose, c'est qu'il manque quelque chose. Oui, non, et donc s'il y a un manque, je ne peux pas m'appuyer sur quelque chose qui a un manque. Non, donc, je comprends bien. Donc je dis que moi je me pose en tant qu'historien, je dis l'astrologie est un outil qui permet de faire avancer la recherche historique, qui permet de la faire se structurer d'une autre façon, de la faire se regarder d'une autre façon, et par conséquent, la question n'est pas de savoir si ce que disent les historiens aujourd'hui est une vérité d'évangile. Non. De même que par exemple, moi je dis, le problème de la conscience, qui est capable de dire ce qui lui arrive? Est-ce qu'un cheval est capable de dire qu'il est un cheval? Est-ce qu'une femme est capable de dire qu'elle est une femme et pourquoi? Qu'est-ce qui a décidé que les gens, ipso facto, étaient conscients de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils faisaient? Or, justement, quelque part, l'astrologue, il interpelle les gens en disant « Je vais voir si ce que je dis de vous, correspond à ce dont vous êtes conscient. » Je présuppose la conscience chez quelqu'un qui n'est pas conscient. C'est un problème, ça. Non, moi je dis, les gens ne sont pas conscients. Nous sommes là pour leur apporter de la conscience. L'astrologie est une science de la conscience. Et par conséquent, bon, c'est peut-être compliqué, mais en l'occurrence, c'est à moi d'apporter de la conscience à l'humanité. Donc à tout ce qu'elle a fait, l'humanité, dans ses activités sociales, économiques, historiques, psychologiques, sociologiques, etc. C'est là que la astrologie apporte une conscience. Et cette conscience, elle va conduire à se regarder autrement, à se voir autrement. Par exemple, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas sûr que que cette classification ait une quelconque valeur. Je ne sais pas au nom de quoi, parce que les gens ont décidé que ça s'appelait comme ça, et ils ont mis des points communs entre les deux, selon des critères qui sont peut-être tout à fait secondaires. Il y en a qui disent que c'est la même, d'ailleurs. Par exemple, mais je veux dire que c'est... Bon, maintenant, André Barbeau, qui a un cursus universitaire extrêmement court, parce qu'il a passé que son certificat d'études, enfin je dis ça comme ça en passant, c'est pas méprisant, mais je veux dire qu'il n'a il n'a pas du tout évolué dans le milieu universitaire au niveau de la recherche historique, on va dire, c'est évident. Bon. Donc lui, bon ben voilà, alors il a des représentations scolaires basiques de l'histoire, et il est tout heureux de pouvoir montrer que l'astrologie, moi je ne voudrais pas que l'astrologie ait un complexe d'infériorité. Voilà. Or si même quelque part l'astrologie souffre d'un complexe d'infériorité qui l'amène à vouloir être plus bas que terre et à attendre que n'importe qui vienne lui dire qu'elle a raison ou pas raison. Non, moi je suis plutôt inverser les choses. C'est pas, on ne va pas demander au client du coin de me dire si l'astrologie est vraie ou pas. On ne va pas demander au livre scolaire si l'astrologie est vraie ou pas. Donc c'est peut-être compliqué, mais c'est comme ça, il faut assumer sa responsabilité. Alors tout le monde n'est pas capable de le faire. Laissons les gens qui ont une stature mentale, intellectuelle suffisamment importante de le faire, mais que le premier venu ne le fasse pas, parce qu'il n'a pas les couilles pour ça. Je veux dire, il n'a pas ce qu'il faut pour faire ce genre de travail. Bon, maintenant, donc déjà, il vaut mieux, par exemple, c'est pour ça que je dis, on revient à l'outil théorique. Il y a suffisamment moi je dis, j'en ai parlé très longuement, il y a suffisamment de choses qui ne collent pas au niveau de la théorie astrologique. Les gens vous disent, ah mais de toute façon, moi, du moment que le système fonctionne, le système est bon. Non mais c'est comme ça. Non, mais... Voilà, c'est ce qu'on entend. Moi j'ai fait des centaines d'interviews, donc j'entends bien. Donc c'est ça. En fin de compte, j'ai encore reçu il y a quelques jours quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit,
Bon, mais ce sont des ignares, ces gens-là. Ce sont des imbéciles. Ce sont des gens qui ne... C'est comme si quelqu'un dirait, moi, pour moi, qui connaît rien à l'électronique, et qui dit, bon, moi, voilà, vous m'apportez un appareil, s'il marche, il est bon, s'il marche pas, il marche pas. Il n'est pas capable de le réparer, il n'est pas capable de savoir ce qui marche pas. Bon, voilà, ben c'est le niveau zéro, ça. Ah, mais oui, parce que ces gens-là, en fait, ils cherchent pas, c'est pas le système, ils ont tort d'extrapoler au système. Ce qui devrait dire, c'est, bon, moi, pour mon travail, il suffit que je fasse des additions, des soustractions, j'ai pas besoin des multiplications. S'ils disaient ça, ce serait plus intelligent, oui. voilà. Hein, c'est tout. Non, mais... Non, mais toi, je comprends maintenant ce que tu veux dire et comment, parce qu'en fait, bon, tu te rends compte que quelque part dans les trous qu'il y a au niveau de l'historique et tout, donc que pour combler ces trous de façon intelligente, comme les choses doivent exister dans une certaine continuité, une certaine logique et tout, qui sont basées sur des fondamentaux et tout ça, donc ça te permettrait de mieux appréhender la façon en disant, bon ben là, ce qu'on dit sur ce truc-là, c'est probablement pas vrai, ou il y a des choses à redire. Oui, il faut avoir une approche critique de l'histoire. C'est-à-dire que l'astrologue doit avoir une approche critique de l'histoire. Il doit, par exemple, d'ailleurs, la meilleure façon de prouver que l'astrologie est valable au niveau historique, c'est que la personne passe une thèse de doctorat en histoire, où elle montre que l'outil astrologique lui permet de faire, non pas de confirmer ce qu'on savait, mais de faire apparaître des éléments qu'on avait négligés, qu'on avait pas considérés, et qui finalement se révèlent beaucoup plus importants qu'on ne le croyait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut que l'astrologue fasse la leçon à l'historien. Et pour cela, il faut connaître la compétence. Mais donc il faut qu'il soit capable de montrer que ces disciplines qui se sont construites sans l'astrologie, ce qui leur tord, puisque l'astrologie est un outil essentiel, elles sont construites sur l'astrologie. Et donc, puisqu'elles sont construites sur l'astrologie, elles sont forcément lacunaires, elles sont forcément fautives. Tu vois, il faut passer d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité, en disant, mais forcément, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre représentation. Il y a certainement des erreurs. C'est comme si tu disais à quelqu'un, voilà, bon, vous me dites que vous avez fait tous ces calculs, vous n'avez pas de calcul, vous n'avez pas d'informatique, vous n'avez rien à faire. Il y a certainement un truc qui cloche, on va refaire tout ça, c'est pas possible. Ouais, donc, d'abord, il y a des choses qui manquent dans la façon dont la personne a travaillé. Par exemple, quelqu'un qui vous dirait, ah, vous savez, moi j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai pris tous les bouquins qui étaient chez mon libraire. Ce type-là, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait cette thèse, il a rien lu, il a fait cette thèse. Il y a un truc qui va pas. C'est pas possible que si je lis son truc, je m'aperçois pas qu'il y a des conneries. Forcément qu'il y a des conneries, puisque le type il s'est mal documenté, il a pas étudié ce qu'il fallait. Donc si les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait, n'ont pas le bagage qu'il fallait, on va pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles. Si la personne n'a pas un quelconque processus de conscientisation ou d'analyse des choses, comment voulez-vous que cette personne-là soit une référence? Il y a déjà un handicap, la personne est déjà handicapée quelque part, elle a déjà un manque, elle a déjà des lacunes, elle a déjà des carences, on va quand même pas lui supposer qu'elle est capable de dire les choses correctement. Oui, ça peut arriver quand même. Oui, ça peut arriver, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. Et puis c'est par hasard. Donc effectivement, c'est comme quelqu'un qui vous dirait, et puis c'est la même chose pour le mensonge. Imaginons quelqu'un qui dise, vous savez, dans mon pays, on fabrique des voitures. Ah bon, ils fabriquent des voitures? Mais où est-ce qu'elles sont les usines? Ah mais il n'y a pas d'usine. Vous dites, bon ben ce type-là il raconte n'importe quoi, forcément ils ont importé. Il y a toujours un truc qui fait que ça cloche. Le type dit quelque chose, on s'aperçoit qu'il manque un truc qui fait que ça ne tient pas debout. Il lui manque. Ah oui, c'est comme quelqu'un qui dirait, vous savez, je vous dis ça, mais moi je suis menteur. Alors tu connais la fameuse histoire là-dessus. Bon. Si quelqu'un est menteur, on ne peut pas le croire, donc ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Si les gens ont déjà un défaut de base qui fait que tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun intérêt, on ne va pas aller plus loin. Si la personne vous dit, vous savez monsieur, je me connais pas, je ne sais pas très bien ce qui m'arrive, je ne sais pas très bien de ma vie, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble. Et le type il dit, oui, bah écoutez, on va étudier ça, et puis vous allez me dire si ce que je vous dis est vrai ou faux. C'est n'importe quoi, la personne reconnaît dès le départ qu'elle ne sait pas où elle en est, et vous lui demandez de vous servir de référence. Ça ne tient pas debout. Bon, alors donc ce sont des situations qui n'ont pas été suffisamment bien décrites et précisées dans les bouquins d'astrologie. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors maintenant vous me direz, alors les gens vont vous dire, alors, donc c'est pour ça que je dis l'astrologie, la théorie astrologique doit être justifiée en tant que théorie, et elle doit avoir un maximum de recoupement avec d'autres disciplines. C'est-à-dire que c'est par l'interdisciplinarité et par la dimension, c'est sur le plan de la théorie, de l'interdisciplinarité qu'on peut faire avancer l'astrologie, et pas par la pratique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comment tu la justifierais au niveau de la théorie? S'il n'y a pas un côté pratique, justement, qui montre que, quand tu dis qu'elle doit être justifiée au niveau de la théorie.
il faut, j'ai pas justifié, j'ai pas dit que c'était une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, un discours qui n'est pas juste soit cohérent au niveau de la théorie. Il faut que cette théorie soit il faut que voilà, il faut qu'il y ait une cohérence interne maximale. Et du moment que je repère déjà un manque de cohérence interne, ça veut dire que quelles que soient les applications théoriques qui ont été faites, elles sont suspectes. Oui, Elles sont suspectes. Bon, bah, moi je sais par exemple, moi je me souviens que quand j'ai écrit il y a 40 ans, quand j'écrivais sur les domiciles des planètes, j'avais, à tort ou à raison, je m'étais aperçu que cette théorie n'était pas au point. Et néanmoins, que la théorie qui n'était pas au point a été validée par la pratique. Tu vois ? Donc déjà, il y avait un problème. C'est-à-dire que, moi je disais, bon, je suis désolé, si quelqu'un me dit, si par exemple toi tu viens me voir en me disant, voilà, j'ai des résultats avec mon système, et que moi, je prends ton système, et que je vois qu'il y a tel et tel truc qui ne tient pas debout, etc., que vaut ton travail pratique? Pas grand-chose. Tu vois ? Or c'est beaucoup plus facile pour moi et pour toi de t'apercevoir qu'un système n'est pas cohérent que d'aller fouiller dans la pratique du mec pour voir si effectivement, etc. Parce que la pratique du mec, c'est les clients qu'il a eu, on ne va pas aller reprendre le problème. Bon, donc autant quand on situe les gens sur le plan théorique, voilà, tu leur fais un beau tableau, et puis tu présentes ton truc, et puis tu vois si ça tient ou pas. Par contre, si tu prends le plan de la pratique, bon, ben la pratique c'est ceci, cela, etc., etc. Donc si tu veux, de toute façon, tu es noyé dans la pratique. Donc déjà, bon, si quelqu'un te dit un truc qui ne tient pas la route, qui est contradictoire, qui n'est pas compatible avec d'autres disciplines, bon, etc., etc., il y a déjà tout un ensemble de présupposés qui ne sont pas satisfaisants et qui te permettent de ne pas aller plus loin en disant, voilà, bon, bah, écoutez, on en reste là à ce niveau-là, parce que bon, voilà. Maintenant, quand on passe à la pratique, c'est toujours sous réserve. Parce que, je vais te dire une chose, toi, tu ne verras peut-être pas quelque chose qui cloche dans la pratique, dans la théorie, mais quelqu'un d'autre le verra. C'est ça le problème aussi. Donc toi, tu crois, parce que tu n'es peut-être pas suffisamment exigeant sur le plan de la rigueur théorique, tu crois que c'est parfaitement satisfaisant. Mais les astrologues, souvent, ils sont comme ça. Ils vous mettent 50% de pratique, 50% de théorie. Donc chaque fois que ça marche, que théoriquement ça ne marche pas, ils vous disent « Ah oui, mais de toute façon, ça marche ». Donc finalement, il faut une espèce de cote mal taillée entre les deux discours. Ils jouent tantôt la pratique est justifiée par la théorie, tantôt la théorie est justifiée par la pratique. La majorité des astrologues, c'est pas de la théorie qu'on fait. Ben, ils ont quand même... Non, mais quand ils enseignent... Quand l'enseignement de l'astrologie, c'est, jusqu'à preuve du contraire, malgré tout, un enseignement théorique. Et c'est un enseignement théorique qui se présente comme tel, qui se déploie comme tel. On passe des heures et des heures à expliquer le système zodiacal, le système machin, le système truc, etc. Non, il y a un bagage théorique considérable que les élèves gobent ou ne gobent pas. Ça, c'est de l'astronomie, ça. Non. Il y a toute une partie, la théorie des domiciles planétaires, même la théorie des aspects, là ça devient de l'astrologie. La signification des signes zodiacaux, tout ça c'est... C'est plus de l'astronomie, ça. Eh bien non, j'ai pas dit que c'était... Oui, d'accord. J'ai pas dit ça. Bon. Donc de toute façon, non, il y a un énorme... Non, les élèves en astrologie d'ailleurs font preuve d'un manque d'esprit critique épouvantable. Épouvantable, hein. Ils sont... Et alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils font preuve d'un manque d'esprit. J'ai essayé, parce que moi j'ai filmé notre amie Alaïse. Ah oui. C'est un cas intéressant, Alaïse. Il est bien. Non, mais je veux dire que c'est intéressant au niveau de son rapport avec ses élèves. Ah bon. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les rapports entre les... Bon. Et les élèves, ils perdent pied très rapidement. Hein. Ils perdent pied très rapidement, ou plus exactement, ils démissionnent intellectuellement très rapidement. Ouais. Parce que c'est-à-dire qu'ils passent du registre « je comprends » à du registre « j'apprends ». C'est-à-dire que j'apprends par cœur, ou j'apprends. Donc si tu fais enfin je vais faire un peu l'avocat du diable, mais le professeur d'astrologie, il faut qu'il très rapidement il décourage ses élèves de comprendre ce qu'il dit. Et à ce moment-là, comme ça, il lui laisse la paix. Comment il faut pour décourager? Il faut qu'il décroche. Et à ce moment-là, il passe sur un deuxième registre. Du registre, non pas je comprends, mais j'écoute.
je retiens, voilà. Il passe il passe dans l'anecdotique. Par exemple, à la limite, les signes zodiacaux, c'est les caractères de la bruyère. C'est-à-dire que, bon, c'est des descriptions. C'est comme si, au théâtre, je disais, monsieur Untel est comme ceci, il a ceci, etc. Donc, on tombe dans une anecdotique qui n'exige plus l'intelligence. C'est-à-dire que tu déconnectes les gens de la vibration mentale. Et ils passent sur un niveau mémoriel. Alors, bon. Et donc finalement, à partir de là, c'est un peu le problème de l'être et de la voix. Alors finalement, comme ça, il y a une accumulation d'informations qui ne se prête plus du tout à une véritable démarche cognitive mentale. Tout à fait, oui. Bon, et à ce moment-là, les gens décrochent. Et ils décrochent, et là, ils te laissent tranquille. Si tu les laisses sur un plan où ils comprennent, et où ils peuvent comprendre, et où ils ont une certaine exigence, là, ils ne te laisseront pas tranquille. D'ailleurs, entre parenthèses, tu auras remarqué que quand certaines personnes prennent la parole, presque tout de suite, tu n'as même pas envie de leur poser des questions, tu n'as même pas envie de les interrompre, ils font leur truc. Et d'autres personnes, au contraire, qui font attention à ne pas passer à un registre où tu t'endors, ces gens-là, tu as envie de les interrompre et de les interpeller. Donc finalement, même il y a des gens, dès le départ, tu n'as même pas envie de leur poser des questions. Ils te mettent dans une sorte d'hypnose, enfin ils te mettent dans une sorte d'état comme ça, un petit peu passif, et puis tu... On voit bien, il y a la différence entre les gens qui sont dans le sens de la croyance, hein, et les gens qui ont fait un élément de réflexion sur le sujet. C'est sûr que les gens qui sont dans le domaine de la croyance, hein, il n'y a pas à discuter avec eux. Quoi, mais ces gens qui sont dans l'élément de la croyance, mais ce sont des gens qui ont récupéré un savoir, tout à l'heure on disait, donc qu'ils ne maîtrisent pas. C'est tout à l'heure on parlait de ce savoir transmis par les stellaires vers les planétaires. Donc effectivement, quelqu'un qui a une démarche planétaire, eh bien il va dire oui, bon d'accord, ben voilà, on a reçu ça, on le prend. Mais quelqu'un qui est stellaire, lui, il s'en contente pas. Parce que lui, il est dans une démarche, il veut être à la source, il veut comprendre ce qui se passe. Donc si tu veux, déjà, même la structure mentale n'est pas la même. Et à partir de ce moment-là, le regard sur ce qu'on vous dit n'est pas le même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que l'astrologie a besoin. Moi je me souviens d'ailleurs que j'ai commencé à vivre dans le milieu astrologique très, très jeune, et qu'en 1975 j'avais créé le mouvement astrologique universitaire. Les astrologues à cette époque-là sentaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui vienne de l'extérieur. J'ai créé mon association quand j'avais 27 ans. Bon, ils étaient conscients qu'il leur fallait quelque chose qui vienne de l'extérieur. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Mais je veux dire que les astrologues savent très bien que l'astrologie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux astrologues. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont besoin de quelqu'un qui vient d'un autre milieu, qui a une autre mentalité, parce que eux, ils sont dans un ronronnement dont ils ne peuvent pas sortir, quelque sorte. Alors pour revenir à la question de la fameuse pratique, à quel moment la pratique doit intervenir en astrologie? Bon, premièrement, je dois reconnaître que malheureusement, quelqu'un qui fait des recherches astrologiques s'aperçoit qu'il a pu valider au cours de sa vie la même pratique le même vécu a pu être lu par des grilles successives, complètement différentes. Donc il relativise donc beaucoup ce que la pratique peut apporter. Hein. Donc ça aussi, c'est le type qui n'a jamais fait ça. Je veux dire, quelqu'un moi je travaille sur les cycles depuis plus de 40 ans. Alors le nombre de théories que j'ai développées, élaborées, mises en pratique, il est incalculable. Il faudrait lire tous mes cahiers de recherche pour s'en rendre compte. Bon. Donc, je peux effectivement avoir le sentiment, à un moment donné, que j'ai abouti à quelque chose, et que cette pratique, justement, qui risque de bloquer ma recherche théorique. Hein, puisque justement, si je dis la pratique a confirmé, donc j'ai plus besoin d'avancer sur le plan théorique. Comment ? Oui, enfin je veux dire que ça peut être un encouragement à dire, bon voilà, ça y est. Bon. Et d'ailleurs justement, entre parenthèses, c'est ça le piège de la disjonction. La disjonction, c'est que quelque part, le type qui transmet son savoir, il est piégé. Il est piégé parce que quelque part, il est piégé il devient prisonnier de son propre système. Il ne peut plus, à la limite, il n'a plus de droit de regard sur ce qu'il a dit, puisqu'en fin de compte, c'est quelque part, ça a été confirmé, validé, récupéré, appliqué par d'autres, etc. Bon. Donc, effectivement, donc finalement, quelque part, toi, il n'est pas forcément très heureux
de cette situation, parce que que voilà. sa vision est interne. Donc la pratique n'est pas forcément une bonne nouvelle. La pratique n'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, elle est piégeante, cette pratique, parce qu'effectivement, ça me donne l'impression que je suis arrivé. Et souvent, c'est la pire chose qui puisse arriver. D'ailleurs, on dit souvent, en astrologie, la pire chose qui peut arriver à un astrologue, c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort, mais c'est d'avoir raison. Parce que quand tu as miraculeux, par exemple, prenons le cas de 1989 avec Barbeau, quand tu as raison, entre guillemets, parce qu'il s'est passé cette année-là des choses que tu avais dites d'une certaine façon, etc. Quand on, rétrospectivement, quand n'importe quel astrologue normalement constitué, voyant les transits qu'il y avait, les planètes et tout entre elles, on pouvait se dire qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Moi, je me souviens plus. Alors, Barbeau l'a écrit, tout ça, le format. Il y avait d'abord, pour lui, il y avait la conjonction Saturne-Neptune. Déjà, c'était évident qu'il y avait des trucs importants au point de vue transit à ce moment-là. Donc, si on croit au transit, de là à dire qu'il y a des trucs qui vont se passer, ok. Alors dire qu'après, c'était l'URSS, c'était ceci, parce qu'il y avait... Non, mais attention, il faut faire attention. Parce que, comme tu l'as dit toi-même, il y avait beaucoup de choses à ce moment-là. Ouais. Et en plus, Barbeau ne tenait pas compte des étoiles fixes dans son système. Ouais, c'est bon. Donc, il arrive... Bon, alors, on va prendre le cas. Il arrive quelque chose en 1989. Bon, dans le cas de Barbeau, on ne peut pas dire qu'il l'a fait après coup. Donc, c'est pas comme un astrologue qui dit, voilà, il s'est passé quelque chose, maintenant je vais essayer d'expliquer. Bon, mais ça, c'est aussi un non, mais je crois qu'il est honnête intellectuellement, Barbeau. Non, mais il aurait pu ne pas trouver ça, et puis l'expliquer après coup. Voilà. Bon. En l'occurrence, c'est plus subtil que ça. Mais cela dit, il n'empêche qu'au moment où ça se produit, c'est d'autant plus dangereux. Parce que, puisque lui, il a fait cette prévision par rapport à un système donné, ça vient valider le système en question. Ça vient dire que le système en question, effectivement, permet de trouver ce résultat. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Non, attention. Il est possible que l'événement en question ne s'explique pas par ça. Ouais, non pas que par ça, mais même par ça tout court. Bon. Donc, effectivement, il y a peut-être d'autres facteurs. Moi, j'ai montré d'ailleurs... Par exemple, bon, effectivement, si on prend, tu peux me donner, mes éphémérides, elles sont dans ta sacoche. Je vais les sortir comme ça. Bon, tu regardes ce qui s'est passé au mois de décembre 1989, c'est-à-dire exactement il y a 23 ans. Non, ça tu peux le garder. Regarde ça. Oh, si tu veux le jeter, tu le jettes. Mais bon, alors, en 1989, bon, tu peux lire, tu as des lunettes, tu peux lire 12 Capricornes, plus ou moins, 12, 13 Capricornes. Oui, 12 Capricornes. Oui. 89. Je regarde quoi, Saturne? Non, mais tu regardes ici. Oui, mais... tu regardes Saturne, tu connais quand même sur Saturne, jusqu'à preuve du contraire. Ah, d'accord, mais Saturne et 12 Capricornes, il est par là, d'accord. Oui, ok, alors bon. C'est... Donc ouais. on est en début de phase disjonctionnelle, d'accord? D'accord, ok. Bon. Alors, c'est pas du tout ce que dit Barbeau, on est d'accord là-dessus. Lui, dit Barbeau, il dit c'est la conjonction de Saturne et de Neptune qui a fait le truc. Bon. Moi, ce que je dirais, pour être vraiment au début oh non, on n'est pas en début là. Oui, on est en début de phase disjonctionnelle, pardon. Oui. D'accord, excuse-moi, d'accord. Disjonctionnelle. Bon. C'est le milieu de... D'accord, 45 degrés, d'accord. Okay. Bon, donc la question ouais, donc, lui, il y a la conjonction Saturne-Neptune. Bon, d'accord, la conjonction Saturne-Neptune, bon, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, elle a lieu tous les 36 ans. Alors évidemment, ça c'est aussi un truc amusant, parce que qu'est-ce qui est préférable? D'expliquer un truc par un truc qui a lieu tous les 36 ans, ou un truc qui a lieu tous les 7 ans? Voilà. C'est ça aussi la question qui se pose. Il se trouve que si tu enlèves... tu remarqueras que, par exemple, 1968, mai 68, c'est la même chose que décembre 89, par exemple. C'était l'opposé, c'est le même phénomène. Bon, donc, et puis si tu prends, par exemple, bon, et c'est la même chose que maintenant, d'ailleurs, entre parenthèses. Le printemps arabe, par exemple, si tu prends le printemps arabe,
eh bien, le printemps arabe, tu vois que c'est... bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on a fait tous les signes cardinaux, c'est pas compliqué. Bon. Bon. Donc, si tu veux, Barbault, il faudrait qu'il montre que toute la série d'événements de ce type correspond à la même configuration. Or, dans le printemps, en 68, il n'y avait pas la conjonction Saturne-Neptune. En 2011, il n'y avait pas la conjonction Saturne-Neptune. Ouais, mais Donc, en 68, il ne dirait pas Saturne-Neptune. Moi, j'ai regardé qu'en 68, il y avait un carré Jupiter-Neptune qui correspond environ, c'est le truc de la France. Oui. Et un carré Jupiter-Neptune. Non, mais il vaudrait quand même mieux qu'il y ait un seul et même. Il vaudrait mieux que pour une certaine série d'événements, il y ait la même configuration exacte. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est mieux. Hein, quand certains. Bon. C'est souvent pas comme ça, justement. Oui, mais justement, c'est ça la différence. Toi, tu appartiens à une école qui finalement met de l'eau dans son vin et dit du moment qu'il y a un aspect important entre des planètes qui sont... et comme il y a beaucoup de planètes, on a plus de chances qu'il se passe quelque chose. Mais si, quand même, plus on a de planètes, plus on a quand même de moyens de s'en sortir. Hein. Bon. Ça dépend, évidemment, si on veut absolument... Si tu utilises un modèle où il y a très peu de possibilités et qui est univoque et qui est clair dès le départ, tu as beaucoup plus de chances de t'apercevoir. Alors là, d'ailleurs, on tombe sur un sujet intéressant. Plus le modèle est compliqué, plus il est infalsifiable. Plus il est difficile de prouver qu'il est faux. Hein? Donc déjà, si tu utilises moi déjà, je vais te dire une chose, si quelqu'un me propose une véritable usine à gaz pour faire des prévisions, moi je dis ça ne m'intéresse pas, dès le départ, c'est pas clair, c'est pas suffisant. Donc déjà, la formulation elle-même est déjà problématique. Donc c'est déjà problématique, c'est même pas la peine d'essayer. Si c'est un système à géométrie variable qui, tantôt c'est Saturne, tantôt c'est Pluton, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela, moi je démissionne dès le départ, j'arrête. Hein. Ouais, c'est pas le même type d'événement. Objectivement, ce qui s'est passé en 89 et ce qui s'est passé en France en 68. La question, mais si, ça touche pas. Ça remet en question les leaders. Avec Saturne, 2000 ans, comment? Avec Saturne et Neptune, on pouvait penser qu'il y avait un truc au niveau mondial qui était plus important que Jupiter-Neptune en 68, par exemple. Non, mais l'intensité des événements, l'intensité d'événements ne relève pas de l'astrologie. L'intensité des événements ne relève pas de l'astrologie. Le printemps arabe s'est pas déroulé de la même condition qu'en 89, bon, etc. Peu importe. Ce sont des opportunités. Il y a eu ce que j'appelle des mouvements dans un certain sens qui ont abouti ou qui n'ont pas abouti. Hein, on voit que par exemple en Syrie, ça n'a pas donné le même résultat qu'en Libye ou je ne sais pas quoi. Donc les choses n'ont pas forcément... Il n'y a pas un droit, il n'y a pas une obligation de résultat. Hein? La problème, c'est que les gens sortent dans la rue et qu'ils veulent faire quelque chose. Les résultats, on n'en sait rien. Ou alors c'est de la voyance. L'astrologie n'est pas de l'ordre du résultat. Et c'est ça le problème, mon cher ami. C'est que quand tu es historien, tu attaches de l'importance aussi bien aux événements qui ont été marquants qu'à ceux qui n'ont pas été, mais qui auraient pu l'être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, il y a eu des tentatives de coup d'État qui auraient très bien pu aboutir, et dont on ne parle même pas dans les bouquins d'histoire. Bon, or, ils sont autant, au niveau astrologique, ils ont autant de raisons d'être. C'est-à-dire que les gens ont été mus par le même processus, et donc par conséquent, toi tu dois... Donc quelqu'un qui est visuel, il faut aussi qu'il voit des trucs tout petits, qu'il voit des choses très larges, mais aussi tout petites, qu'il englobe dans son champ d'application un très grand nombre de facteurs qui ont comme point commun d'aller dans un certain sens, mais qui n'aboutissent pas forcément, pour des raisons diverses, au même résultat, au même impact. Non, c'est sûr, la Terre a tremblé, ça a fait bouger 2 maisons sans grain, puis où la Terre ça a tremblé, il y a eu un tsunami. Hein, c'est le même type d'événement, mais qui donc les événements que nous devons étudier, ce sont des événements d'une certaine, qui ne sont pas forcément d'une intensité extrême. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, c'est plus facile. Non, mais là, on n'est plus en train de parler de l'homme de la rue. Mais l'historien, lui, il le sait, ça. Il sait ça. Alors, donc si l'astrologie doit se justifier au niveau de l'homme de la rue et de ses souvenirs scolaires, c'est foutu. Bon, donc c'est pas... Comment? Donc c'est pas à ces gens-là qu'il faut parler.
quelqu'un par exemple qui étudie la Révolution d'octobre ou la Révolution française ou la monarchie de juillet, etc. Il en sait 1000 fois plus que la personne qui n'a pas étudié la question. Donc il sait très bien qu'il y a eu des tentatives de coup d'État, qu'il y a eu des tentatives de ceci, de cela, qui ont été à l'époque extrêmement importantes, mais qui après coup ne sont pas restées dans les mémoires, mais elles sont restées dans les livres, dans les documents, etc. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, il ne faut pas travailler avec des données de seconde main. Il ne faut pas travailler avec des souvenirs scolaires, avec des dates que tout le monde connaît. On n'est pas à faire du commerce. On n'est pas dans le. Quand on veut travailler sur un sujet quel qu'il soit, il faut le faire de manière pointue. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec des gens qui connaissent le sujet. D'ailleurs, rien n'est plus lamentable qu'un astrologue qui fait un exposé sur un sujet à des gens qui ne connaissent pas le sujet. Ah ben non, mais c'est ce que le type il va vous faire un exposé sur la vie de machin truc, alors que les gens ils connaissent trois trucs sur cette personne. Il faut s'adresser à des gens qui sont compétents pour juger de la valeur de ce que nous disons sur cela. Même dans le cas, par exemple, d'une consultation avec un client, il faudrait que le psychologue qui connaît ce client soit là. Hein, c'est par exemple, je veux dire, bon, etc., etc. Bon, et encore, c'est le moins pire. Il vaut mieux à la limite travailler avec un client qui connaît à peu près sa vie, que travailler sur une biographie dont on connaît quelques éléments caricaturaux et pittoresques, etc. Rien n'est pire parfois que ce travail sur les personnages connus, comme fait Geslin. Hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on sait de ces gens-là véritablement? On connaît la partie voilà. Bon, mais c'est pas suffisant pour l'astrologie. Ne peut pas. Si l'astrologie est quelque chose de sérieux, elle ne peut pas avoir à coller avec ce genre de choses-là. Elle doit aller beaucoup plus loin. Et dans le cas effectivement de l'astrologie mondiale, même en astrologie mondiale, l'astrologie n'est pas là forcément pour nous dire que les choses qui ont pris des proportions absolument énormes. Il n'est pas certain, par exemple, que l'assassinat de Kennedy soit écrit dans les astres. C'est pas une certitude, il aurait pu ne pas avoir lieu d'ailleurs. La balle aurait pu arriver à côté, c'est comme la mort d'Henri II en 1559. Des gens qui ont étudié le sujet, il faut pas regarder ce qu'ils ont écrit sur le sujet. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas de... voilà. Donc effectivement, la seule, on ne peut pas non plus valider, c'est pour ça que tu me parlais tout à l'heure, la côté transdisciplinaire est essentiel. Si je veux faire de l'astrologie, et cette astrologie s'applique à des domaines qui ne sont pas astrologiques, je ne peux pas rester dans le cadre de l'astrologie. Je dois étudier les sujets en question. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est quand tu dis des domaines qui ne sont pas astrologiques. Les domaines ne sont pas astrologiques, qu'est-ce que ça veut pas dire? Si ou l'astrologie, effectivement, on considère qu'elle représente, qu'elle peut... Non, mais c'est une façon de parler, j'ai employé une expression un peu amusante, je vais pas dire, bien sûr que tout... Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'astrologie va, bien entendu, on peut dire que l'astrologie ne va pas étudier que des domaines qui sont de l'ordre de l'outil, elle va étudier aussi le terrain. Voilà. Bon, et le terrain, il n'est pas, même s'il est virtuellement astrologique, il a des manifestations qui s'appréhendent par d'autres disciplines que l'astrologie. Oui. On est quand même bien d'accord là-dessus. Bien sûr. Bon. On voit arriver des situations, on peut se dire, bah oui, mais, vu ce qu'on a fait il y a 6 mois, c'était évident qu'on soit dans le caca, par exemple, un truc comme ça. Hein, c'est vrai que... Bon, le problème, c'est qu'à travers, quand il y a un événement très important, hein, bon, lui, il est quand même un marqueur physique de quelque chose, d'un événement, donc si on doit pouvoir le retrouver, en principe, dans l'astrologie. Hein, parce que si dans l'astrologie, on interprète une configuration astrologique pour un petit truc important qu'on a lu dans un livre d'histoire, mais qui n'a pas marqué, par exemple, ok, mais si à côté de ça, hein, il y a un méga événement qui a changé l'humanité et qu'on ne voit rien du tout. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout, du tout. Premièrement, par exemple, si on prend le cas du tsunami au Japon, il a pu y avoir des conséquences considérables. C'est pas forcément les choses. Par exemple, la mort de quelqu'un peut avoir des conséquences considérables. Oui. C'est pas forcément un événement important astrologiquement. En tout cas, il est pas forcément. Il doit être marqué, mais pas forcément plus marqué qu'un autre événement beaucoup moins important. C'est le profil de l'événement qui est important. Oui, du moment que les gens, qu'on a, et c'est là aussi qu'il y a un coup d'œil. Tu t'aperçois qu'il y a eu une phase disjonctionnelle quelque part, que ce soit dans la vie privée, tout à l'heure tu parlais, dans la vie privée aussi, quelqu'un,
dans la vie d'entreprise, etc. Il s'est passé quelque chose d'un certain type. On a voulu faire ceci, on a voulu faire cela. Bon. Et tu vois que ça correspond à... ça revient. Bon. Maintenant, si tu veux simplement limiter les cas... Moi, j'ai été tenté de faire ce que tu dis à une époque, mais c'est suicidaire. Tu dis, je vais prendre une série d'événements importants, et puis je vais regarder ce qu'il y a en commun. Ça ne veut rien dire. Parce que dans un certain nombre de cas, l'événement important, il peut avoir des causes non astrologiques. Il peut être un concours de circonstances. Non, mais c'est toi qui parles. Moi, je crois pas que les choses ont des causes astrologiques. Toi, tu penses qu'elles ont des causes astrologiques. Moi, a priori, je ne pense pas qu'il y ait forcément une relation de cause à effet. Je veux dire, pour moi, le truc astrologique, c'est pas une cause, ça peut être uniquement un indicateur. Oui, mais c'est pareil. On ne va pas jouer sur les mots. C'est pareil. Ben, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais enfin, je veux dire, non, mais c'est pas pareil. Je veux dire que, à ce stade de la discussion. Tu as raison, ça doit être forcément marqué si c'est la cause. Alors que si c'est un indicateur, effectivement, c'est pas forcément marqué. Mais moi, j'ai pas dit que c'était fort. Moi, j'ai rien dit, au contraire. Justement, c'est moi qui dis que c'est pas forcément marqué. Je dis, c'est pas moi qui dis ça. Je dis pas ça, au contraire.